Merci. Merci beaucoup pour ce moment de grâce. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le mot qui me vient à l'esprit quand je sors d'une expérience comme celle-là, c'est le mot merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux que des gens aient pu composer ça. C'est merveilleux que des gens aient pu l'interpréter comme ça aujourd'hui. Et s'il y a des musiciens dans la salle, et moi je suis musicien très amateur, ils peuvent percevoir cette capacité, cette difficulté de pouvoir réaliser ce genre de performance. Et puis aussi, il ne faut pas les oublier, merci aux personnes qui ont créé ces instruments. Après tout, vous savez, les instruments qui étaient ici, ce n'étaient que des morceaux de bois, des cordes en nylon et du crin de cheval, si on veut regarder ça très platement. Mais ça a été assemblé de façon magistrale. Alors, je vais juste revenir. Voilà. Alors, je voudrais juste me présenter. Donc, je m'appelle Thierry Dutoit. Je suis le gars en dessous de la flèche rouge, là. Je suis professeur à l'Université de Mons. J'ai créé et je dirige depuis une dizaine d'années un institut de recherche à Mons qui s'appelle l'Umédiar et qui est spécialisé dans les technologies créatives. On travaille pour les industries créatives, qui sont les activités industrielles liées à la création et à l'accès à du contenu média. Donc c'est beaucoup plus large que l'art, et c'est beaucoup plus large encore plus que la musique, bien sûr. En fait, voici très globalement les secteurs d'activité de ces fameuses industries culturelles, dans lesquelles on retrouve, bien sûr, l'industrie de la musique, l'industrie du livre, le marché de l'art, l'industrie du film, le broadcasting, donc les radios-télé, les arts performatifs, l'architecture, le design, la presse, la publicité et aussi bien sûr le jeu qui est devenu une composante importante des industries créatives aujourd'hui. Alors voilà, donc je vais vous parler pendant les 50 minutes qui vont venir de technologie et de créativité. Je vais essayer de vous donner des pistes pour vous montrer où on en est et comment ces choses se mélangent. Alors comme mon fils Louis a eu 4 ans, je lui ai demandé très naïvement et très bêtement finalement, « Et toi Louis, qu'est-ce que tu sais faire ?» Et je pensais, très franchement, je pensais que mon fils allait faire aveu d'incompétence en disant « Mais tu sais pas, moi j'ai 4 ans, je sais rien faire. » Et avant que j'ai eu le temps de finir ma question, et je vous conseille de faire ça chez vous si vous avez des petits-enfants, avant que j'ai eu le temps de finir ma question, mon fils a sorti une longue liste de choses qu'il était capable de faire. Je sais compter jusqu'à 43, je sais marcher, je sais courir vite, je sais sauter haut, je sais rouler à vélo, je sais faire des cumulés, je sais reconnaître les marques de voitures, on avait joué à ça en voiture. Et beaucoup d'autres choses que j'ai oubliées. Et encore, il y a des choses qu'il ne m'a pas dites parce que ça ne lui est pas venu à l'esprit, mais bien sûr, il sait parler, il peut reconnaître les personnes, il peut reconnaître les voix. Toutes ces choses, dont mon fils était très fier de me dire qu'il était capable de les faire, en fait, c'est ce que les anglo-saxons appellent street knowledge, c'est-à-dire la connaissance par l'expérience. Ce qu'on apprend tout seul, ce qu'on ne peut pas vous apprendre en fait. Alors, les parents que vous êtes peut-être s'imaginent naïvement avoir appris à parler à leurs enfants, mais c'est faux. Les enfants apprennent à parler tout seuls. On apprend à reconnaître des images, des sons, on apprend à marcher, on apprend à parler, à lire, à rouler à vélo, etc. Toutes ces choses, on les apprend tout seul. Si vous voulez apprendre à quelqu'un à rouler à vélo, vous pouvez juste lui dire il faut appuyer sur la pédale de gauche et puis il faut appuyer sur la pédale de droite. Mais c'est très peu d'informations. Le plus gros de l'apprentissage, il le fera lui-même. Ce savoir-faire, d'ailleurs, il partira avec nous. Quand nous partirons de ce monde, eh bien, tout sera à recommencer. Ça ne se transmet pas. Ça s'apprend et ça ne se transmet pas, ou très difficilement. Par opposition au book knowledge des anglo-saxons, qui sont les connaissances par le langage. Ça, c'est ce que nous pouvons apprendre des autres. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, d'ailleurs, parce que street knowledge, c'est quelque chose que les animaux font très bien. Un chat marche, saute, court, etc. Bon, les chats ne parlent pas, mais miaulent. Ne roulent pas à vélo, mais il y a des singes qui roulent à vélo. Donc voilà, toutes ces choses, on peut les apprendre même quand on n'est pas un être humain. Par contre, la connaissance par le langage, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et c'est ce qui, depuis plus de 35 000 ans, nous a permis d'évoluer. Avec les 4 grandes révolutions de l'intelligence, que sont l'apparition du langage, il y a 35 000 ans, ce qui nous a permis de transmettre des connaissances au moins d'une génération à l'autre. L'écriture, il y a 3500 ans, qui nous a permis de transmettre des connaissances à l'infini. L'imprimerie, il y a 1500 ans, qui a démocratisé l'accès à l'information écrite. Et puis l'Internet et aujourd'hui les données et donc l'intelligence artificielle qui permettent à chacun d'entre nous de devenir producteur d'informations. Et cette différence entre street knowledge et book knowledge qui est intéressante, on la retrouve bien sûr en intelligence artificielle. Et on sait depuis très longtemps
très longtemps. Turing, Shannon, 47, 56, on sait depuis très longtemps que un des objectifs pour les machines, c'est d'être capable d'apprendre des choses par elles-mêmes, donc de manifester cette capacité au street knowledge, à l'apprentissage par l'expérience. Le mot expérience intervient dans les deux citations. Et pourtant, on n'a pas commencé par ça. On a surtout commencé à parler aux ordinateurs en essayant de leur expliquer comment résoudre des problèmes. On a inventé les langages informatiques. Et donc, l'IA version book knowledge, on a beaucoup essayé. C'est par là qu'on a commencé. Et on a développé des systèmes experts, c'est-à-dire des systèmes, encore une fois, auxquels on explique comment ils doivent trouver la solution à un problème. Et vous vous souvenez sans doute, il y a une vingtaine d'années, quand Deep Blue d'IBM a battu Kasparov aux échecs, et on voit ici une photo de l'événement, vous voyez, c'était un vrai événement, hein, plein de gens qui étaient venus pour voir ça. Mais même ça, même Deep Blue, c'était pas encore de l'apprentissage street knowledge, c'était plutôt du book knowledge, c'est-à-dire qu'on avait appris à un ordinateur comment jouer aux échecs, et l'ordinateur, il avait juste été capable, plus que Kasparov, de prévoir un très grand nombre de coups à l'avance, et de mémoriser tout ça. Donc en utilisant une capacité de calcul et une capacité de mémoire extraordinaire, on a été capable de battre un champion d'échecs, mais finalement, on ne peut pas dire que Deep Blue a appris à jouer aux échecs. Il a appris les règles des échecs et puis il a balayé tout l'espace des possibilités pour trouver le meilleur coup à jouer face à Kasparov qui, avec sa mémoire et sa capacité de calcul plus limitée, n'est pas parvenu à le battre. Et c'était un événement, et vous voyez que les gens ont été très émus lorsqu'ils ont vu cet être humain battu par une machine. Par contre, depuis quelques années, vous en avez entendu parler, on est en plein dans l'IA du street knowledge, c'est-à-dire que depuis quelques années, les machines sont capables d'apprendre par elles-mêmes. Et elles le font de deux façons. D'une part, par la perception. Vous voyez ici cette image incroyable d'un éléphant en avant-plan. Et la machine a détecté tout ce qui se trouve dans l'image. Elle vous dit qu'il y a un éléphant, qu'il y a quatre pattes, qu'il y a une trompe, que l'éléphant joue à la balle, que la balle est blanche, qu'il est surmonté d'une personne qui a un pull rouge. La machine vous dit même que derrière, il y a une construction, et que derrière la construction, c'était le petit triangle à gauche, là, ce sont des arbres verts. C'est-à-dire à peu près tout ce que nous pourrions dire de la photo. Donc ça, aujourd'hui, c'est possible, avec des réseaux de neurones profonds. Et la perception. Les machines sont capables de percevoir des choses et de comprendre ce qu'elles perçoivent. C'est également possible par l'interaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les machines sont capables d'interagir avec leur environnement et d'apprendre de cette interaction. Et on voit, alors vous ne voyez peut-être pas très bien parce qu'il y a 6 photos mélangées, on voit en fait un robot de chez Boston Robotics qui est en train de faire un... Alors attendez, je vais faire le très malin, là, je vais utiliser ce truc-là, hop, pointeur laser, pouf. Et vous voyez ici, le robot de Boston Robotics qui est en train de se lancer en l'air, hop, il se lance et puis hop, il arrive sur ses pattes et il a fait un backflip, un saut sur lui-même. Aucun ingénieur au monde n'est capable de programmer un robot qui fait ça. C'est trop compliqué. Il y a trop de choses qui peuvent être imprévues et on ne pourra jamais expliquer. De même que on ne peut pas expliquer à un enfant comment il peut faire un backflip ou même un cumulé. Ça se fait. Ça se fait et ça s'expérimente soi-même. Donc les machines sont capables de faire ça. Et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que ce genre de robot, vous imaginez bien qu'il ne s'entraîne pas tout seul parce que, bien sûr, il se casserait la figure au début et ça coûte très cher. Donc on entraîne ces robots dans des univers artificiels, dans des jeux vidéo en fait. On place le robot dans un jeu vidéo qui simule la physique de notre monde. Et le robot fait des essais. Il se casse la figure virtuellement un certain nombre de fois et puis après un certain temps, ça fonctionne. Et puis là, on passe au monde réel. Donc ça, on y est. On y est depuis 2009. Depuis 2009 avec la parole, Siri, OK Google. Et puis depuis 2012 avec l'image et les résultats que je viens de vous montrer. Alors, ce qui reste encore à faire, mais on est en train d'y travailler, c'est de passer évidemment l'intelligence artificielle par le book knowledge, c'est-à-dire la connaissance par le langage. Hein, autrement dit, rendre un réseau de neurones capable de reconnaître un chat, non pas en vous disant c'est un chat, et puis quand vous lui demandez pourquoi c'est un chat, il vous dit c'est un chat parce que c'est un chat, mais permettre à un réseau de neurones de vous dire c'est un chat parce que ce chat c'est quelque chose qui a de la fourrure, des moustaches, des griffes,
et qu'il a des oreilles qui ressemblent à des oreilles de chat. Et donc ça, c'est ce qu'on aimerait bien avoir, mais on est en train d'y travailler. Ça s'appelle Explainable Artificial Intelligence, donc l'intelligence artificielle explicable. Donc vous voyez, on va arriver à ça. On n'y est pas encore, mais on va y arriver. Peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, on y sera. Voilà, ça c'est ma prédiction. Alors nous, êtres humains, évidemment, nous ne sommes pas que des êtres de connaissances. Nous ne faisons pas qu'emmagasiner des connaisses. Nous utilisons nos connaissances. Et il y a un domaine dans lequel on utilise nos connaissances, c'est notre expérience, street et book knowledge, qui est un domaine très particulier, qui est celui de la créativité. Et j'ai déjà eu l'occasion, il y a quelques mois, l'année passée, je crois, de parler à l'issue d'un concert. Je me suis assis un quart d'heure et j'ai commencé à parler aux gens dans l'assistance du lien entre la créativité et la technologie. Il y a des gens ici qui étaient peut-être dans la salle à ce moment-là. Et pour la première fois de ma vie, je me suis fait des ennemis dans cette salle. Ça m'a très très fort étonné. Il y a des gens qui m'en ont voulu d'essayer de mélanger créativité et technologie parce que ça choque. Et c'est vrai que là, on touche à une capacité qui est extrêmement humaine et donc forcément, à un moment donné, les gens disent « mais attendez, moi je veux pas ça, je n'ai pas envie de voir ça ». Donc je vous préviens tout de suite, cet exposé sera peut-être choquant pour certains d'entre vous, j'espère que non, mais on verra. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'André Gide et qui introduit très bien mon sujet et qui dit « L'art naît de contraintes, vit de lutte, meurt de liberté ». Une belle phrase, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les artistes en prison bien sûr, ça veut juste dire que l'art se nourrit de contraintes. Tout art est basé sur un type de contrainte, et donc peut-être sur une forme de technologie qui est liée à cette contrainte. Les musiciens ont leurs instruments, le peintre a son pinceau, ses pigments, sa peinture à l'huile éventuellement. Même l'auteur, on pourrait dire les auteurs, ils n'ont pas de contrainte, ils n'ont pas d'outils. Mais la contrainte de l'auteur, c'est la langue, c'est la syntaxe de la langue, c'est la sémantique de la langue. Donc il y a toujours une contrainte, quelque part. Et donc peut-être une technologie, une forme de technologie. Et les violons, altos et violoncelles qu'on a eu en face de nous, c'était une technologie merveilleuse. Alors j'ai dû trouver un fil rouge pour l'exposer. Voici mon fil rouge. Il a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, il est très facile. J'ai essayé de reprendre sur ce schéma les 3 grandes étapes qui prévalent à la création d'une application des industries créatives. Donc d'une manière générale, les gens qui travaillent dans les industries créatives, et c'est pas toujours vrai, mais enfin bon, c'est plus ou moins vrai en général, passent par ces 3 étapes que sont la création, l'interprétation et la diffusion. Alors, il y a d'ailleurs des droits qui sont associés à ça, ce qu'on appelle les droits moraux pour la création, les droits voisins pour l'interprétation et les droits patrimoniaux pour la diffusion. Et on va s'intéresser, dans la suite de l'exposé, à ces 3 étapes, et je vais les prendre dans le sens inverse. Je vais commencer par la diffusion, puis je passerai par l'interprétation, et puis par la création. Alors c'est vrai pour, bien sûr c'est vrai pour la musique. Hein. Donc là, on vient d'entendre une œuvre qui a été créée par des compositeurs, qui était interprétée par des musiciens, et qui est diffusée ici avec presque rien. Il n'y a pas eu de moyen de diffusion très compliqué, il y a juste eu de l'éclairage scénique. Donc ça a été très simple, mais d'une manière générale, on a ces 3 étapes. Par exemple, on pourrait dire qu'un architecte qui construit une maison, voilà, il crée sa maison, il crée la maison sous forme d'un plan, et puis il y a un interprète qui est l'entrepreneur, quelque part, qui est l'interprète des plans de l'architecte. Donc, il y a toujours plus ou moins ces différentes étapes. Quand on crée un jeu vidéo, on passe par ces étapes-là aussi. Et donc je vais commencer par la diffusion. Et on va regarder ensemble les technologies de la diffusion. Quelles sont les technologies de la diffusion? Alors là, il faut que je vous raconte un truc, c'est qu'en 1993, donc il y a 25 ans, je me suis retrouvé à Londres pour une conférence, un workshop, et j'ai trouvé sur Time Out London, qui est le feuillet culturel londonien, j'ai trouvé un concert de Rachmaninoff. Donc je me suis précipité, moi j'adore Rachmaninoff, je me suis précipité et je me suis assis dans la salle, et puis voilà ce que j'ai vu. Bon, pardon, c'est brutal.
pardon, excusez-moi. Je n'arrive pas à trouver le moyen d'arrêter la vidéo. Ah, je suppose que je dois faire ça. Ah voilà, ok, c'est bon. Voilà. Donc ça s'est arrêté tout seul. Non, ça recommence, c'est pas grave. Ah, c'est de la technologie. Oui, donc voilà. Et, alors, et donc c'était très étonnant parce qu'on s'était tous assis. Et il y a deux barbus qui rentrent, qui s'assoient sur des fauteuils et qui nous expliquent qu'en fait on va entendre Rachmaninoff qui joue du piano. Non pas une œuvre de... Enfin, c'est Rachmaninoff qui joue sa propre œuvre en fait. Cette chose-là s'appelle un pianola. Et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'en 1919 on a enregistré Rachmaninoff qui jouait son concerto et qui est restitué par une machine mécanique. Eh bien vous me croirez si vous voulez, mais à la fin du concert les gens se sont levés pour applaudir. Est-ce que c'était par habitude ou est-ce que c'était parce qu'ils étaient émus? Moi, je me suis levé parce que j'étais ému, parce que, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais quand on voit les touches qui s'enfoncent, on voit les doigts de Rachmaninoff. Et ça fait quelque chose, de pouvoir penser à ça. Alors ça, évidemment, c'était un clin d'œil. On va passer à des choses que vous connaissez peut-être mieux. Bien sûr, les technologies de la diffusion, aujourd'hui, c'est le son et l'éclairage, les ingénieurs du son, les régies lumière. Bon, vous voyez que les régies lumière et les régies son, ce sont des ordinateurs aujourd'hui. Hein. C'est des choses qui sont de plus en plus compliquées. Il faut des techniciens spécialisés pour les manipuler. On pense même aujourd'hui à automatiser ça. Il y a des gens qui travaillent sur l'automatisation d'une console son. Donc on n'aura peut-être plus autant besoin d'un ingénieur du son à un moment donné. Même chose pour la régie vidéo. Hein. On verra plus tard d'ailleurs. Alors les technologies de la diffusion. Alors, pardon, j'ai pas dit, mais le pianola c'est une technologie de la diffusion. Hein. On a enregistré et on restitue. Donc j'ai pu revivre quelque chose qui s'est passé dans le passé parce qu'on a créé une technologie pour la diffuser. Je parle du son et de l'éclairage. Je pourrais parler de ce que tout le monde connaît, de la diffusion d'un spectacle live par la télévision ou par la radio. Et ceux qui ont mon âge se souviendront peut-être au théâtre ce soir et des coups qu'on tapait sur le plancher du théâtre pour commencer l'émission. Il y a d'autres technologies. Alors, il y a une technologie qui apparaît de plus en plus. C'est la projection sur des écrans. La projection sur des écrans. Pendant un concert, pendant un événement, on projette sur des écrans. Alors j'aurais pu vous montrer du mapping 3D. J'ai choisi de vous montrer un collègue et ami à moi, Christophe D'Alessandro, au LIMSI, à Paris, qui a fait ceci il y a quelques années. C'est court, mais bon, j'aurais pu vous montrer plus, mais j'ai pas le temps, malheureusement. Donc ça, on a vu Christophe D'Alessandro, il est l'organiste de Sainte-Élisabeth à Paris, il est aussi chercheur en intelligence artificielle, et c'est lui qui a organisé la projection, c'est lui qui a conçu la projection sur les tuyaux d'orgue. Ce qui permet de créer une augmentation de la performance et des sensations des personnes qui assistent au concert. Alors on a vu se développer aussi une autre technologie depuis quelques années, je crois 10 ans, mais en fait ça s'est vraiment démocratisé depuis peu de temps. Ce sont les diffusions d'opéra dans les salles de cinéma. Aujourd'hui on fait ça. Ou d'ailleurs de spectacles, de concerts rock. Par exemple, voilà, IMAGIX Mons, IMAGIX à Kinépolis, pardon. On peut voir ça. Vous imaginez 10 caméras qui sont positionnées dans la salle du Metropolitan Opera de New York. Et on l'a vu là, un vrai travail de création. Il ne s'agit pas simplement de mettre une caméra au fond de la salle et de retransmettre l'opéra, bien sûr. Hein. Il y a un vrai travail de préparation et de transmission, et qui permet à des gens qui ne sont pas à l'opéra, et qui n'ont peut-être pas les moyens d'ailleurs d'y aller, de vivre malgré tout cet événement d'une autre façon. Ça se fait pour l'opéra, ça se fait pour le sport. Vous allez voir qu'il y a des parallèles parfois entre les événements culturels et les événements sportifs au niveau de la diffusion en tout cas. Alors, voici un autre moyen de diffusion sur lequel il y a une forme d'intelligence qui intervient. Et là, on retombe sur quelque chose que quelqu'un ici connaît bien, c'est le studio de la première, la RTBF.
Le studio de la première, moi j'y étais il y a une semaine, j'étais à l'émission Les Éclaireurs avec Fabienne Van de Merch. Voilà à quoi ça ressemble. Le présentateur se met là devant, les invités sont tout autour. Et alors, alors je vais encore essayer d'utiliser mon pointeur, ça ne m'a pas réussi tout à l'heure, mais je vais quand même essayer. Hop. Ce que vous ne voyez pas, c'est que là-bas dans le fond, ici, il y a une caméra, puis il y en a une autre ici, il y en a une autre ici dans l'autre coin, et en fait, ces caméras sont automatisées. Donc, en fonction de la prise de parole, les caméras s'allument pour filmer les gens qui parlent, simplement. Et c'est ce qui permet à la radio de devenir la télévision, parce que maintenant, depuis quelques années, on peut regarder la radio et la télévision. Il y a déjà une forme d'intelligence là derrière. Alors, parmi les moyens technologiques qui nous permettent de ressentir un événement, et donc de diffuser cet événement, il y en a un autre qui est apparu il n'y a pas tellement longtemps, c'est la diffusion d'un concert en réalité virtuelle. Là, vous voyez Paul McCartney dans un de ses concerts, et vous voyez ici une caméra 360 degrés. Il y en avait plusieurs dans la salle. Il y en avait bien sûr sur scène, mais aussi dans la salle. Et ces caméras permettent de reconstituer, à travers un casque de réalité virtuelle, une sensation de présence. Donc vous pouvez vous retourner dans tous les sens et vous voyez ce qui se passe. Et vous entendez ce qui se passe aussi. Alors je n'ai pas de vidéo de ça, j'en ai trouvé une, mais elle n'était pas de très bonne qualité. Mais j'ai une vidéo, je viens de vous parler du sport et de la musique, hein, du sport et des événements en général, s'il y a des parallèles à faire. J'ai une vidéo d'un autre type d'événement qui est un événement sportif. Et vous allez voir que les gens aujourd'hui sont en train de penser à un problème fondamental qu'on a lorsqu'on porte un casque de réalité virtuelle, c'est qu'on se retrouve tout seul en fait. On voit des gens autour de soi, mais fondamentalement on est tout seul. Or un événement comme un concert, c'est quelque chose qu'on aime bien vivre avec des gens. Et voilà ce qui se passe, voilà ce que sont en train de prévoir les ingénieurs de chez Oculus et donc de Facebook. Oculus a été racheté par Facebook, ça date de 2018. C'est une compétition sportive à laquelle vous assistez à travers un casque de réalité virtuelle et vous avez autour de vous des avatars de gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas et qui, comme vous, regardent le même match et avec lesquels vous pouvez parler, discuter. Donc vous vous trouvez virtuellement dans un événement réel avec des gens qui sont là virtuellement mais qui sont réels par ailleurs. C'est un peu compliqué. Mais c'est possible, c'est possible. Vous voyez que donc les technologies de la diffusion, elles sont en train d'évoluer. Alors bien sûr, ce ne sont pas les plus impressionnantes. Ce ne sont pas les technologies dans lesquelles on a le plus d'intelligence artificielle. Ce qui devient un peu plus impressionnant, c'est quand on passe par contre par l'interprétation assistée. Et là, je vais vous parler de trois choses. Je vais vous parler d'instruments. Ensuite, je vous parlerai d'instruments autonomes. Et pour terminer, je parlerai de robots instrumentistes. Et je donnerai des exemples. Alors bien sûr, l'interprétation nécessite des instruments. Et il y a une longue histoire. L'histoire de la création des instruments de musique, c'était très longue. Même si les instruments qu'on a vus aujourd'hui sont des instruments qui sont figés depuis un certain temps, on continue toujours d'inventer des instruments. C'est très difficile d'inventer un instrument, parce qu'au moment où vous inventez un instrument, il n'y a personne qui peut en jouer. Éventuellement, vous, qui l'avez inventé, vous pouvez vous entraîner sur cet instrument, mais puis vous devez convaincre d'autres gens d'en jouer. C'est très difficile. Alors, il y a tous les ans, dans le monde, quelque part, une conférence qui s'appelle New Interfaces for Musical Expression, dans laquelle les gens du monde entier viennent proposer de nouveaux instruments. Et j'ai choisi de vous montrer un instrument qui sort de chez nous, qui sort de Mons. C'est, alors si j'arrive à me défaire de ce pointeur, voilà. C'est Nicolas D'Alessandro, chercheur de l'UMONS, qui a créé entre-temps une spin-off, et qui a créé en 2007 ceci. Terrible ce que je fais, je coupe au milieu de la musique, mais c'est comme ça, j'ai pas le temps.
Donc voilà un de ces nouveaux instruments de musique. Il y a d'ailleurs eu une collaboration à un moment donné, je crois, avec l'orchestre, le Chant de Wallonie, ou en tout cas avec aussi l'ensemble de musique nouvelle. Euh, voilà, des instruments, on en a besoin pour interpréter la création d'un auteur. Un autre type d'instrument, les tablettes graphiques qui sont apparues aussi, qui se sont généralisées. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de dessinateurs qui dessinent avec du papier et du crayon. On utilise des tablettes graphiques. Pour la 2D, pour la 3D, pour les dessins animés par exemple. Hein. En Belgique, on a Dreamwall à Marcinelle. Il y a, dans une cave, dans l'ancienne cave de chez Dupuis, il y a plein d'ordinateurs. Il y a des gens qui créent des dessins animés avec ce genre d'outils. Alors, on parle d'interprétation, donc on parle du partir d'un concept à une réalisation. Voilà un autre type d'interprétation. Les logiciels de rendu 3D d'objets. Par exemple, en architecture, quand un architecte a détaillé dans le menu détail, a donné dans le menu détail la conception de son bâtiment, il y a des logiciels qui sont capables de donner une idée de ce à quoi ça va ressembler. Et parfois une idée très réaliste, et de plus en plus réaliste. Alors, autre technologie pour l'interprétation, et je dois en parler parce qu'on en fait aussi à Mons, la capture de mouvement, on en a parlé tout à l'heure, on a vu Anne Pingen qui était revêtue de ce costume de capture de mouvement, voilà, ça c'est bien connu, on a créé des films, on a créé des dessins animés avec des systèmes qui permettent de mesurer les mouvements des gens, de manière à transférer une partie du naturel du mouvement des personnes vers ces personnages d'animation. Et parfois même la technologie, parfois même c'est l'usage qu'a voulu en faire le créateur qui a créé la technologie. Ça c'est donc des images d'Avatar de James Cameron, et vous voyez la caméra qui se trouve devant le visage des acteurs n'existait pas avant, on a inventé cette caméra et ce processus de captation pour ça. Alors, pardon, ouais. Alors je vais terminer ce premier transparent sur l'interprétation assistée par un exemple qui va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment frappant. Là on se rapproche, vous voyez, c'est 2017. C'est un papier qui est paru tout récemment, c'est l'université de Portland, en Oregon. Ces gens ont fait un truc très étonnant, ils ont été capables de créer de l'interpolation d'images. Alors il faut savoir que dans les dessins animés qu'on a vus précédemment, quand un dessinateur crée un dessin animé, il ne crée que quelques images. Et puis entre ces images, il y a une forme d'interpolation qui est faite par la machine aujourd'hui. Ça permet d'éviter de devoir dessiner toutes les images. Donc l'interpolation entre ce qu'on appelle des keyframes, des points, des images clés, c'est un problème fondamental pour l'animation. Et là, on va voir sur de vraies images ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec des réseaux de neurones. Vous avez ici, à gauche, une image qui est ralentie 2 fois, puis 4 fois, puis 8 fois, et vous voyez qu'en fait l'image devient très saccadée, simplement parce qu'il n'y a pas assez d'images. C'est filmé à 30 images par seconde, donc si vous ralentissez 8 fois, les images durent plus longtemps. Et à gauche, ici, vous avez ce qu'un réseau de neurones a été capable de faire à partir des images de droite, c'est-à-dire que le réseau de neurones, il a été capable de reconstituer ce qui ne se trouve pas sur les images. Donc il a reconstitué la réalité du mouvement des personnes, du mouvement de la caméra, etc. Donc ça, c'est possible aujourd'hui. C'est une des utilisations de l'intelligence artificielle pour l'interprétation assistée, pour la création d'interpolations entre des rendus. Ça, c'était pour les instruments. Alors je vais avancer d'un cran, je vais aller vers les instruments autonomes. Des instruments qui sont un peu plus autonomes. Jusque-là, on avait besoin de gens, de personnes pour driver tout ça. Voici un logiciel qui est maintenant bien connu et commercialisé, beaucoup de gens utilisent ça. Ça s'appelle Complete, c'est Native Instruments qui fait ça. Et c'est un logiciel qui permet à un compositeur d'entendre très rapidement comment va sonner son œuvre, même si c'est un compositeur classique, parce que voilà ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est un instrument,
autonome. Ça permet à un compositeur de tester quelque chose. Ça ne remplacera pas l'instrumentiste, bien sûr, et le musicien, mais ça permet de tester. Alors il y a des gens qui s'intéressent à ça, j'en ai mis juste deux ici, Karma à Stanford et puis Kermit à Montréal, sont des instituts de recherche qui sont très avancés là-dessus. Il y a aussi l'IRCAM à Paris, je citerai d'ailleurs tout de suite. Donc ça c'est de la synthèse d'instruments acoustiques. Voilà. On sait faire ça, de mieux en mieux. Et ça avance, depuis quelques années ça avance énormément. Alors bien sûr quand on parle d'instruments acoustiques, il y en a un particulier qui est le chant, la voix chantée. La synthèse du chant, c'est aussi un problème qui est étudié depuis longtemps. Alors là, les spécialistes de la synthèse du chant, c'est le Centre Pompidou, l'IRCAM au Centre Pompidou. Donc l'IRCAM, ils sont enterrés juste en dessous de la fontaine, la fontaine, alors comment s'appelle cette fontaine? Où on voit des œuvres de Niki Saint-Phalle, justement. La fontaine Stravinsky, voilà. Donc, juste en dessous, vous passez dessus sans le savoir, il y a tout l'IRCAM qui est là en dessous. Il y a aussi des gens à l'université Pompeu Fabra à Barcelone qui travaillent là-dessus. Alors, je vais d'abord vous faire entendre ce que nous avions fait il y a quelques années, en 2003, donc c'est vieux déjà. Mais on a produit ici à Mons un synthétiseur vocal qui parle, mais qui sait aussi chanter si on lui demande. Et il y a un artiste de Montréal, Garbori, qui s'est servi de ça pour créer une œuvre. Et je vous fais entendre ça. Ton ciel noir s'est éteint dans une bouteille d'objet. Tu sais que ça ne mène à rien. L'objet, saluer. Ton ciel noir s'est éteint. Oui, c'était des voix de synthèse qui datent en fait de bien avant, parce que ça a été produit en 2003, mais les voix de synthèse datent de 1996, donc c'est plus de 20 ans. Le chanteur, c'était moi en fait. Je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est ma voix qui chante. Parce que c'était le résultat de ma thèse de doctorat et que la première voix que j'ai produite, évidemment, c'est la mienne. Et puis il y en a plein d'autres qui sont venus et ça a permis de faire des choses comme ça. Ça, c'est dès 2003. Alors aujourd'hui, on fait des choses bien meilleures. Donc je vais vous faire entendre ce qui se passe à Pompeu Fabra. Alors il faut que je vienne ici, à Barcelone, l'année passée. You'll find though New York is mighty pretty. Baby, now get aboard the A train to Sugar Hill way up in Harlem. Get aboard the A train to Sugar Hill way up in Harlem. Voilà. On avance avec quelque chose d'encore plus surréaliste, qui est la conversion sonore. Alors là, vous voyez, on est tout près, hein, c'est mai 2018. Si j'avais fait l'exposé il y a quelques mois, j'aurais pas pu vous parler de ça. C'est un réseau de neurones qui fait de la conversion sonore. C'est-à-dire que, je ne peux pas vous l'expliquer, je vais vous le montrer, c'est plus simple. Il y aura plusieurs extraits qui vont être convertis l'un à la suite de l'autre. Ça, c'est l'original. Ça, c'est ce qui est créé par la machine. Ah pardon, décidément, je ne suis pas très habile avec ce truc aujourd'hui, donc je vais me replacer là directement. Peut-être ici. C'est plus loin. Voilà, je ne sais plus où on est. Voilà, je ne sais plus. Sample 8. Non, on était tout au début en fait. Ouais. Sample 1, sample 2. Oui. Donc vous avez compris l'idée, hein. Il y a un morceau de musique original et puis la machine le transforme dans une autre instrumentation en fait, carrément. Un autre instrument ou une autre instrumentation. Et alors ça devient surréaliste quand on entend de la voix. Je vais essayer de retomber dessus. Quand on part de la voix. Ah, c'est pas mon jour aujourd'hui, attendez, je vais y arriver. Donc ça sera pas ça. Et qu'est-ce qui se passe là?
J'appuie sur le bouton, il n'y a plus rien qui vient. Excusez-moi. La technologie aujourd'hui, c'est embêtant. Hein. Microsoft PowerPoint, redémarrer. On va dire redémarrer. Bon, on va dire redémarrer. Si on sait redémarrer. Oui, on va redémarrer. On coupera en montage. Hein. Bon, ça redémarre vite, c'est déjà ça. Alors, où est-ce qu'on en était? Pouf, pouf, pouf. Voilà, on était là. On était là. Alors, j'espère que ça marchera mieux. Donc, on va essayer d'y aller directement. Pouf. Ah ben, je crois que c'est ça que je voulais voir en plus. Voilà. Donc, vous allez entendre, j'espère, si j'arrive encore là, une cantate de Bach. Ah bah, finalement, il fallait pas faire ça. Hein. C'est pas une bonne idée. Bon, alors, c'est pas grave, je vais le refaire. C'est fort quand même. Hein. L'effet démo, c'est terrible. Ça m'arrive jamais, ça. Jamais, normalement, jamais ça n'arrive. Bon. Alors là, j'ai plus qu'à fermer le programme et à le redémarrer. Alors, ce que vous auriez dû entendre, c'est dommage parce que c'est très joli, c'est une cantate de Bach chantée, et puis tout à coup, la machine se met à l'interpréter au piano de manière symphonique, à l'orgue. Et c'est réaliste. Ça n'est pas ce qu'on aurait fait probablement, mais c'est réaliste. C'est très étonnant en tout cas, très très étonnant. Attendez, voulez-vous continuer? Vous voyez pas tout ça, vous, mais non, non, non. Bon, je ne touche plus aux vidéos. Voilà, j'arrive au bon endroit. Pouf, pouf, pouf. Bon. J'ai continué, hein. J'ai passé au suivant, parce que cette vidéo-là, j'en ai peur. Voilà un autre moyen d'interprétation assistée. Alors, vous me direz, ça c'est une image un petit peu bête, c'est une image d'intérieur, sauf que, en fait, cette image a été créée complètement par un ordinateur, à partir d'un plan d'architecte sur lequel il n'y avait pas l'aménagement d'intérieur. Donc là, c'est l'ordinateur qui s'est dit, tiens, on m'a proposé un salon, une cuisine, etc. Ben moi, j'ai proposé un style d'aménagement, et voilà ce qui sort. Donc là, en quelque sorte, on se passe, ou bien en tout cas, on fait des propositions à un architecte d'intérieur, dans un style déterminé. Alors on peut aller plus loin. Aujourd'hui, on est même capable de faire un truc qui vient de naître, ça c'est tout récent aussi, c'est, vous voyez, 2018, Université d'Illinois. C'est un système qui permet, je vais vous montrer la vidéo tout de suite, qui permet de créer des dessins animés à partir d'un script. Donc vous écrivez le script, la machine comprend ce que vous écrivez et elle vous fait le dessin animé qui va avec, dans un style forcément qui dépend de ce qu'elle a appris. Et là, la machine, on lui a montré 25 000 vidéos des Flintstones. Et donc la machine s'est spécialisée sur les Flintstones et quand vous lui parlez de quelque chose, elle peut vous le rendre à la façon des Flintstones. Et ça donne ça. Donc, voilà. Donc là, tout en haut à gauche, on a Fred wearing a red hat and walking in the living room. Et ben voilà, on voit le personnage qui porte un chapeau rouge et qui se déplace. Et ce ne sont pas des morceaux de vidéo qui ont été recherchés dans les 25 000, hein, c'est des choses nouvelles qui ont été créées. Donc on en est là, un jour, probablement, on verra apparaître un film qui aurait été créé à partir d'un script. Alors maintenant, j'ai passé à la troisième partie de cette introduction sur l'interprétation assistée, et je vais vous parler des robots instrumentistes. Et je vais vous parler, je ne peux pas éviter ça, d'un truc qui a fait fureur et qui fait toujours fureur au Japon, ça s'appelle Hatsune Miku. C'est une chanteuse qui n'existe pas. Vous l'avez sûrement vu déjà ou entendu parler. C'est un phénomène incroyable. Cette chanteuse n'existe pas. Elle est reproduite sur scène avec un hologramme, c'est-à-dire une vitre à 45 degrés qui donne l'impression, par projection, qu'on voit quelqu'un. Donc la chanteuse n'existe pas, sa voix est une voix de synthèse. Les seuls qui sont vrais là-dedans, c'est le public et les musiciens. Bon. Et les Japonais sont fans de ça. Ils achètent les CD, ils vont au concert, ils payent leur place, etc. Et pourtant, il n'y a pas de performeuse réelle. On peut aller plus loin, bien sûr. On peut parler, on en a parlé tout à l'heure, hein, Laurent Fac en parlait tout à l'heure, du robot chef d'orchestre. Alors, il y a un an, on a avancé ça comme étant une merveille de la technologie de l'intelligence artificielle. C'est Yumi, le robot qui joue le rôle du chef d'orchestre. Ça se passe dans un grand théâtre à Venise et c'est sous la direction d'un grand chef d'orchestre. Enfin, je suppose, moi je le connais pas, mais j'imagine. Alors je vais mettre du son quand même, ça sera mieux.
I think tonight we are truly writing history and we are writing the future of robotics applications. Tonight, you On y will voir plus loin. demonstrate how intuitive, how self-learning this machine is. The flexibility of the arms of Yumi is absolute. Bon, rassurez-moi, les deux musiciennes qui sont restés, c'est de la fumisterie, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est pas un chef d'orchestre, c'est pas ça que ça fait un chef d'orchestre. Parce que ce qu'on a vu là, c'est juste un chef d'orchestre qui a été mesuré, on a fait de la capture de mouvement, on a pris ces mouvements, on les a retapés sur un robot, ce qui en soi est technologiquement très avancé, c'est très bien. Mais le robot n'a aucune idée qu'il est devant des musiciens, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'intelligence là derrière. Donc c'est surtout une publicité pour la société qui a créé le robot en fait, hein. C'est juste ça. Bon. Mais ça s'est diffusé très rapidement par les réseaux sociaux. Alors moi j'aime bien l'exemple suivant, c'est un robot orchestre. Ça existe aussi un robot orchestre. Pat Metheny a fait ça en 2013, dans sa tournée avec son orchestrion. Et voilà ce que ça donnait. Vous voyez, il y a un seul musicien qui est entouré d'une centaine d'instruments différents, qui sont tous contrôlés par ordinateur et qui restituent la musique. Moi j'ai vu ce concert et ça m'a ému, ça m'a touché bien sûr de voir que tout à coup quelqu'un était capable de faire ça. Mais c'est la même chose que précédemment, il n'y a pas d'intelligence là derrière, parce que les machines ne savent pas qu'elles jouent. Bon, elles ne s'écoutent pas les unes les autres. Alors on aurait tendance à dire ça va, chouette, on est sauvé, les machines ne sont pas capables d'autonomie en musique. Eh bien, l'exemple suivant va peut-être vous convaincre du contraire. Ça c'est un robot, c'est tout récent aussi, c'est Georgia Tech, un robot jazzman. C'est-à-dire cette fois-ci un robot qui écoute les musiciens et qui joue avec eux. Voilà, un peu plus loin. Ouais, que ça groove. On lui a même appris à faire ça. Ceci dit, c'est important hein, pour les autres musiciens de voir que le robot perçoit la musique. Et là, c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Là, c'est un robot qui a appris tout seul. Il joue pas une partition, ce robot. Il est en train d'improviser parce qu'on lui a fait écouter une grande quantité d'œuvres musicales. Il est capable d'improviser. Donc vous voyez que là, ça vient aussi. Alors, je vais passer maintenant à la troisième partie de cet exposé. On va parler de la création. Donc la création ex nihilo. On a beaucoup parlé. Donc c'est ce que j'appelle aussi les deepfakes, c'est-à-dire les artefacts produits par des machines. Les artefacts, voilà. Donc on a beaucoup parlé il y a quelques années, ça c'était déjà 2015, du transfert de style. Vous avez sans doute vu ces photos aussi. L'idée là, c'était qu'un réseau de neurones à qui on a appris à reconnaître tout un tas d'objets et de personnes de la vie réelle. Donc un réseau de neurones, voilà, avec plusieurs couches, et plus on avance dans les couches, plus le réseau comprend des choses qui sont structurées. Les premières couches comprennent les lignes, les deuxièmes couches comprennent les textures, les troisièmes couches comprennent les objets, les dernières couches comprennent l'ensemble. On a pris un réseau de neurones et puis on a séparé dans ce réseau de neurones la compréhension du contenu de l'image de la compréhension du rendu de l'image. Et puis, on a pris le contenu d'une image et on lui a appliqué le rendu d'une autre image. Donc on a demandé, par exemple ici on a entraîné un réseau de neurones sur Turner, Van Gogh et Munch sur une grande quantité d'œuvres, la plus grande quantité possible d'œuvres de ces artistes.
Et le réseau, il a appris le type de rendu que ces artistes avaient l'habitude de donner à ces choses réelles qui se cachent derrière, parce que ce n'est pas des artistes figuratifs, hein. Ce sont des artistes figuratifs précisément. Et donc, à partir d'une photo, le réseau est devenu capable de créer du rendu qui imite un rendu de Munch, Van Gogh et Turner. À Mons, on a fait ça à un moment donné, on a joué avec ça et on m'a transformé en pointillisme de Seurat. On a aussi parlé beaucoup de Deep Dream. Deep Dream, c'est cette idée toute simple en fait, hein, qui consiste à prendre un réseau de neurones, à lui fournir une image en entrée, puis le réseau de neurones, il est en train de reconnaître l'image qu'on lui présente. Mais ce réseau de neurones, il a précédemment reconnu plein d'autres images. Il a appris à reconnaître des chats, des personnes, etc. Et puis du coup, si, au cours de la reconnaissance de l'image qu'on lui présente, on modifie exprès certaines sorties du réseau de neurones, on force le réseau à voir des choses qui ne sont pas dans l'image, et puis on peut faire le chemin inverse et retourner vers l'image. Et ça s'appelle Deep Dream, et ça produit ce genre de choses, où, à partir d'une image simple de départ, le réseau commence à imaginer. Il imagine des lignes, des textures, ça c'est quand on change les premières couches. Vous allez voir qu'à un moment donné, on va changer les dernières couches, et le réseau va se mettre à reconnaître des choses beaucoup plus compliquées. Alors c'est mis en musique hein, pour que ça soit un petit peu plus impressionnant. Mais... Oui, on voit des chiens, les réseaux de neurones s'intéressent beaucoup aux chiens, il y a beaucoup d'images de chiens dans les deepnets. Voilà. Des textures de plus en plus compliquées. Voilà. Bon, on peut continuer comme ça à l'infini en fait, hein, ça ne s'arrête jamais. Je vais l'arrêter. On appelait ça Deep Dream parce qu'on pourrait imaginer que c'est un petit peu ce qui se passe quand on rêve. Alors, dans le même ordre d'idée, chez Sony a mis au point une machine qui s'appelle Flow Machine, qui est sortie en 2016, qui marche sur un principe aussi de réseau de neurones, et qui a été utilisée pour analyser les partitions. Vous voyez ici 45 partitions des Beatles, et puis on a demandé à la machine de reproduire quelque chose de nouveau qui ressemble, qui soit dans le style des Beatles. Et ça a donné ceci. Turns me on. Good day, sunshine in the backseat. God, I wish that road could never stop down. Bon, c'est effectivement, ça fait penser aux Beatles. Hein. Il n'y a pas photo. On a une idée sur la vidéo suivante. Vous allez voir, on voit un peu ce qui se passe au niveau de la création. Alors, en fait, le même artiste qu'on a vu là a créé un album complet qui s'appelle Hello World. C'est disponible sur Spotify, on peut écouter facilement. Et sur cet album, il y a une chanson qui a été co-composée avec Stromae. Et donc là, on va voir Stromae qui interagit avec l'auteur de l'album. C'est le même passage qu'entre la musique organique et la musique électronique, quoi. Ou la composition électronique. Enfin, c'est une espèce de gap... C'est ouf, demain c'est sûr qu'on fera tous de la musique comme ça en fait. Et peut-être qu'il faut partir ailleurs en fait, au lieu de le répéter. Mais en fait elle est pas si mal la répétition. Peut-être que j'abuse, mais peut-être qu'il faut déjà amener celui-là dans la réponse ici. Ouais. Ça monte là. Voilà. Et vous aurez compris qu'en fait il ne s'agit pas d'une création complètement automatique, il s'agit juste d'une machine qui propose des morceaux, qui propose des morceaux d'harmonie, des morceaux de mélodie, et puis finalement il y a des gens derrière qui prennent et qui réorganisent finalement toujours. Donc on n'est pas encore à la machine qui crée de but en blanc. Par contre, on a vu apparaître assez récemment aussi, vous voyez 2014, Ian Goodfellow à Montréal, un truc qui s'appelle les réseaux antagonistes génératifs, les GAN. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais quand même vous faire comprendre juste une chose. Les GAN, ça fonctionne comme ça. Il y a
un expert et un faussaire, qui sont deux machines, deux réseaux de neurones, deux ordinateurs. L'expert, son objectif, c'est qu'on va lui présenter on lui présente des photos, de vraies photos, et puis ici on lui présente de faux visages, des visages qui sont produits par une machine. Et l'expert, son objectif, c'est de détecter, quand on lui propose une photo, si cette photo est une vraie photo ou si c'est une photo inventée. Et ça, c'est son objectif à lui. Mais l'objectif du faussaire, c'est de produire des photos qui seront de plus en plus réalistes, de manière à tromper l'expert. Et on entraîne ces deux machines. On m'entend encore ou j'ai l'impression qu'on m'entend plus? On entraîne ces deux machines en même temps. Donc on présente des images, et plus les images arrivent, plus l'expert s'entraîne à faire la différence, mais plus le faussaire affine son art. Et on arrête quand on ne sait plus rien faire. On arrête quand en fait l'expert n'est plus capable de reconnaître la différence. Alors voici ce que ça donne sur des visages. Donc on a pris 200 000 visages de célébrités, et on a demandé à un gars de produire des visages. Et voilà ce que ça donne. Tous ces visages sont faux. Et vous voyez la précision du rendu avec laquelle on est capable de travailler aujourd'hui. Donc ces visages sont faux, ils ont été inventés par une machine qui n'a rien fait d'autre que d'inventer des visages qui soient réalistes. Alors du coup, cette même technique, on en a beaucoup parlé il y a très peu de temps, il y a 1 ou 2 semaines, parce qu'on a vendu chez Christie's ce fameux tableau du comte de Bellamy, qui était produit à partir de 10 000 portraits du XVIe au XIXe siècle. Et voilà, c'est une œuvre qui ressemble à une œuvre effectivement de ce genre d'époque-là. Ça s'est vendu pour 432 000 $ chez Christie's, et c'est fait avec un réseau comme ça. Voilà. Et là, il faut que je vous dise quelque chose. C'est que quand ma petite fille a eu 5 ans, comme elle était née en janvier, on s'est demandé avec ma femme si on devait la mettre en première année ou si on devait la laisser en troisième maternelle. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va voir les institutrices qui vous disent on va faire passer un test PMS. Voilà. Donc on a fait passer un test PMS à ma petite fille. Et une semaine plus tard, on a vu revenir les psychologues catastrophés. Ils nous ont dit écoutez, votre fille, Alice, sur le plan cognitif, il n'y a pas de problème. Elle peut passer en première année, mais sur le plan émotionnel, il y a peut-être un souci. Parce qu'en fait, on lui a demandé de faire un dessin. Et les petits-enfants, d'habitude, ils dessinent leur maison, ils dessinent leurs parents, ils dessinent leur chat, leur école. Mais votre fille, voilà ce qu'elle a fait. Et les psychologues n'ont pas compris pourquoi. Alors ça nous a bien fait rire avec ma femme, parce que, en fait, la semaine qui précédait, l'institutrice maternelle, qui était quelqu'un d'exceptionnel, avait précisément appris aux enfants à dessiner à la manière de Jackson Pollock. Et c'est pour ça que ma petite fille avait dessiné ça. Voilà. Alors on n'a pas regardé, malheureusement on a cherché, on n'en a pas retrouvé. C'est pas le vrai dessin de ma fille, ça. On n'a pas retrouvé. Et c'est dommage parce que ce dessin, pour moi, il a une grande valeur. Il a une énorme valeur parce qu'il est produit par quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a été fait à un moment qui ne se reproduira plus jamais. Bon. Au contraire du comte de Bellamy, parce qu'on n'a pas dit ça, mais le comte de Bellamy qui s'est vendu 435 000 $. On vous a pas dit, mais la machine, elle est capable d'en faire des centaines à la minute. Elle peut en générer énormément. Alors quelle est la valeur d'un truc qu'une machine peut générer en grand exemplaire comme ça? On peut se poser la question. Et jusque-là, vous allez me dire, jusque-là, on n'a pas vu de machine qui crée vraiment. On a vu des machines qui proposent, mais c'est quand même toujours l'homme qui dispose. Et est-ce qu'une machine est capable de disruption, c'est-à-dire de vraie création? Parce qu'on peut imiter les Beatles, d'accord, c'est facile de faire ça. C'est pas si facile, hein, parce que c'est faisable. Mais est-ce qu'une machine peut vraiment faire de la disruption? Eh bien, l'année passée, et encore quand je dis l'année passée, oui, non, c'est juin 2017, il y a une équipe de chercheurs de Rutgers University qui a repris les GAN et qui les a transformés en CAN, c'est-à-dire en réseaux antagonistes créatifs. Et là, c'est intéressant que je vous explique comment ils ont fait. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait ce réseau, cet expert-là qui devait détecter si c'était vrai ou faux. Mais on a juste remplacé le vrai ou faux par une détection du style. C'est-à-dire qu'on a proposé à ce réseau des tableaux. Et on lui a demandé de détecter le style, ou peut-être même le peintre, voilà, qui a peint ce tableau. Et le faussaire, lui, il doit faire en sorte que l'expert ne soit même plus capable de reconnaître le style. Mais quand vous faites ça, vous êtes en train d'innover en fait, parce que vous êtes en train de créer un style que l'expert ne connaît pas. Voilà. Et voilà les images qui ont été produites l'année passée par ces réseaux antagonistes créatifs. Et effectivement, alors moi je n'ai pas vérifié, hein, mais les auteurs disent que ces images n'ont plus rien à voir avec les images de départ. Donc là aussi on avance.
Alors il y a un grand absent dans l'heure avance, donc je peux pas trop. Il y a un grand absent dans tout ce que je viens de raconter, finalement, c'est que j'ai parlé beaucoup de technologie, mais j'ai pas beaucoup parlé d'émotion. Or, on a commencé avec l'émotion tout à l'heure. Bon, je vous ai beaucoup donné d'informations, mais on a beaucoup oublié l'émotion. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'émotion? Et pourtant, l'émotion, elle était là dans mon dessin, parce que vous savez que l'auteur à gauche et le public à droite, c'est ce qu'ils font. Ils essayent de se transmettre une émotion. Alors l'émotion, tout le monde connaît bien ça, l'émotion. Moi, je peux en dire des choses très bateaux. L'émotion, c'est ce qui vous donne de l'énergie pour vivre. On se lève le matin et on a envie de faire des choses parce qu'on a des émotions. Quand on n'a plus d'émotions, on n'a plus de tonus. L'émotion, c'est ce qui vous permet de garder un équilibre mental. Si vous avez plus d'émotions, vous êtes très vite déprimé. Et puis l'émotion, ça a aussi un côté social, c'est très important. Ça. Même quand on vit une émotion seule, on a tout de suite envie de la partager. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Et moi, j'ai appris l'année passée un truc fondamental que j'aurais dû apprendre il y a 25 ans, parce que c'est en lisant un bouquin qui a déjà 25 ans que je n'avais pas lu. Et peut-être certains d'entre vous l'ont lu, et si pas, je vous engage à le faire. Ce bouquin s'appelle L'erreur de Descartes. Il y a des gens qui ont lu ça, ouais. J'espère, parce que je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt. L'erreur de Descartes, écrit par un neurologue américain, Antonio Damasio, qui nous dit plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en étudiant des gens qui ont des problèmes, des accidents au niveau du lobe préfrontal, donc à peu près au-dessus des yeux, il se rend compte que ces gens ne sont plus capables de percevoir leurs émotions. Donc ce sont des gens tout à fait normaux. On peut leur parler, ils savent marcher, ils savent compter, etc. A priori, ces gens, on ne peut pas détecter leurs problèmes préfrontales. Par contre, on se rend compte qu'ils ne sont plus du tout capables de percevoir leurs émotions, plus d'émotions. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ne sont plus capables de prendre de décisions pour leur vie. C'est-à-dire que très vite, ces gens perdent leurs amis, perdent leur argent, perdent leur maison, perdent leur femme, leur boulot, tout s'en va, quoi. Ils ne sont plus capables de prendre des décisions correctes. Ce qui veut dire que, et c'est la raison du titre du bouquin, nous ne sommes pas, autant que nous le pensons, des êtres de raison, nous sommes beaucoup des êtres d'émotion. Nos émotions sont fondamentales dans nos vies. Alors c'est pas tellement ça que je voulais amener ici, c'est la deuxième conclusion de Damasio qui est importante pour ici. La deuxième conclusion, c'est qu'en étudiant une autre zone du cerveau, qui est une zone pariétale, qui est une zone d'intégration des sens, il se rend compte que quand cette zone est bousillée, les gens ne sont plus capables de ressentir leur corps. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables, en fermant les yeux, de sentir que leurs bras sont en arrière, donc la proprioception. Ils ne sont plus capables de ressentir leurs viscères, l'introception. Ils ne ressentent plus leur corps. Et donc ces gens qui ne ressentent plus leur corps, en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ne ressentent plus leurs émotions. Et ça, moi j'ai trouvé ça renversant quand j'ai lu ça, parce que moi j'ai toujours pensé que l'émotion ça se passait dans le cerveau, et qu'éventuellement ça arrivait peut-être de temps en temps sur les poils qui se redressent, etc. Mais en fait, ce que nous dit Damasio, c'est que si vos poils ne se dressent pas, vous n'avez plus d'émotion. Donc l'émotion vient de notre corps. Nos sensations corporelles ne sont pas un sous-produit de nos émotions. Alors évidemment, du coup, en art, ça a des conséquences. Par exemple, moi quand j'entends de la musique symphonique, je joue au chef d'orchestre, j'ai besoin de mon corps pour sentir les émotions. Quand j'entends un concert rock, je joue de la guitare, moi, j'ai besoin de ça. Voilà. Donc ça vient de là, évidemment. Et c'est vrai qu'on a tous cette capacité incroyable à nous projeter dans le corps d'un autre. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure un peu en vous écoutant. Hein. On aurait bien aimé être vous, en fait. Et on ne peut pas, voilà, parce qu'on n'a pas votre formation, ni votre sensibilité probablement. Alors du coup, voilà ce que sont les artistes. Les artistes, on pourrait dire, les artistes, ce sont des gens qui nous permettent de nous rendre compte que nous avons tous cette capacité humaine à sublimer les contraintes d'un art. Et en voyant quelqu'un qui joue du violon, ou de l'alto, ou que sais-je, on se dit, quelque part, c'est moi. C'est pas exactement moi, mais c'est moi. C'est ma condition humaine qui fait ça. Et c'est peut-être en ça qu'on apprécie l'art que l'on expérimente. Alors du coup, vous allez me dire, ah super, si c'est ça, s'il faut un corps pour avoir des émotions, ça résout le problème. Un ordinateur ne peut pas avoir d'émotions parce qu'il n'y a pas de corps. Donc ça serait c'est la conclusion la plus logique de ce que je viens de dire. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Parce que regardez bien, les avions ne battent pas des ailes. On a essayé au début du XXe siècle de faire battre les ailes pour des avions, ça n'a pas bien marché. Ça n'empêche qu'on a construit des avions, même s'ils ne battent pas des ailes. Donc il n'y a rien qui empêche un ordinateur d'avoir, ou en tout cas de simuler des émotions, même s'il n'a pas de corps. On pourra faire ça, on pourra le faire. Et on est en train de le faire. Et par exemple, dans mon labo à Mons, il y a des gens qui travaillent là-dessus, sur la perception des émotions humaines et la simulation d'une émotion humaine. Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? Très simplement, on le fait parce que le jour où nous serons tous entourés de robots,
on aura peut-être envie que ces robots soient sympathiques. Simplement pour ça, c'est-à-dire que ces robots nous fassent un sourire, que quand on leur sourit, ils soient capables de nous sourire. Bon. Et je vous montre un petit clin d'œil, ça c'est une voiture autonome. Les voitures autonomes, c'est terrible, hein. Ça peut vous renverser dans la rue, et vous ne savez pas si elle vous voit. Alors voici une voiture autonome qui a des yeux. C'est tout récent, hein, ça fait rire, hein, mais peut-être bien que ça finira comme ça. Parce que c'est ce qui vous permet de savoir que la voiture vous a vu en fait. Tout simplement. Puisqu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Voilà. Alors il y a d'autres gens qui sont en train de développer les robots de manière magistrale pour leur donner des émotions. Ces gens, par exemple, sont les gens de chez Disney. Hein, les ingénieurs de chez Disney, on appelle ça les Imagineers chez Disney. Et en 2018, Disney a sorti cet animatronic-ci qui est assez surprenant, vous allez voir. Ça n'est pas un film, c'est pas un dessin animé, c'est un robot. Is that okay? And no, this is not CGI. And here it is in context and in action. I think this is remarkable, and I didn't actually think that we were at this point yet. Just look closely at her movements. Note Regardez les gestes and deceleration du robot. C'est quand même surprenant. Face. The motion eases in and eases. This character is Voilà un autre robot. the face ever made with 42 independent actuators and 7 in the neck alone, giving it almost human-like ability of expression. Strangely, Donc, donner des expressions à un robot, c'est un problème qui s'étudie et ça ne s'arrêtera pas. are going to be in the military and medical industry for À training. Mons, on a Anyway, un chercheur qui est allé chez Disney il y a quelques mois d'ailleurs. J'ai mis sa photo là. Ça lui fera plaisir. Il est allé chez Disney quelques mois parce qu'on travaille sur ça. On travaille sur l'analyse du rire à Mons. Et donc transmettre cette capacité de rire à un robot, c'est important. Alors voilà, j'arrive là au terme de mon exposé. Je voudrais le résumer. Et puis après, bien sûr, on passera à des questions. Mais je voudrais le résumer. Voilà. Et je vais le résumer sous forme de questions. Première question. Est-ce qu'il est possible de créer un robot musicien qui réalisera des gestes très précis? D'après ce que je vous ai montré là, je pense que c'est possible. Si ça ne l'est pas encore, ça le sera. D'ailleurs, vous savez quoi? On est en train de créer des robots chirurgiens. Vous imaginez la précision qu'il faut pour être chirurgien. Donc, forcément, on aura des robots qui seront capables de jouer d'un instrument de musique. C'est possible. Bon. Est-ce qu'on peut imaginer un robot créatif autonome? Donc, le robot qui crée tout seul, à partir de rien. Bah, je vous ai montré les CAN, hein, Creative Artificial Networks, Adversarial Networks. Ça commence. Les gens commencent à faire ça. Donc, ça vient. Forcément, ça viendra. On aura des robots qui créeront tout seuls. On y est déjà. Alors, est-ce qu'un robot peut percevoir et exprimer des émotions? Alors, remarquez bien que je n'ai pas dit ressentir, parce que ressentir, ça voudrait dire qu'on a un corps, des sensations, c'est différent. Mais est-ce qu'un robot, ou un avatar, ou une caméra peut percevoir? Bah oui, on vient de le voir, on y travaille déjà. Vous voyez, tout ça, c'est des questions auxquelles j'ai plus ou moins répondu déjà. Mais je vais vous dire, ça, c'est pas les vraies questions, en fait. C'est pas ça les bonnes questions. Parce que les vraies questions, ou la vraie question, pour moi, c'est est-ce qu'un jour, on aura de l'empathie et de l'admiration pour un robot? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que ça sert à quelque chose de créer un instrumentiste, un violoniste, un altiste robot? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et moi, je vous dirais qu'a priori, moi personnellement, pour moi, non, parce que quand je verrai un robot qui joue, je n'aurai pas cette envie de me projeter dans son corps. Il ne partagera pas ma condition humaine. Donc c'est pas sûr du tout. Il y aura bien sûr, comme il y a toujours, un effet waouh, c'est le truc qui marche au début, voilà, tout le monde, et ça passe sur les réseaux sociaux. Bon. Mais il ne faut pas oublier que les œuvres qui seront produites par ces robots ne seront pas uniques, elles seront démultipliables à l'infini. Qu'en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, les robots ne seront pas imparfaits, ils seront parfaits, ils répéteront toujours la même chose. Et c'est profondément insupportable. Et puis, je vous rappelle la photo de tout à l'heure, hein, le match entre Kasparov et Big Blue. Il y a des gens qui sont venus voir ce match, compétition d'échecs. Ils ont été très étonnés, émerveillés de voir que la machine était capable de battre l'homme. Mais ça, c'était il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, il n'y a plus personne qui va voir une machine qui bat un champion d'échecs. Ça n'a plus aucun sens, ça n'a aucun intérêt en fait. Donc, je pourrais même résumer cette question sous une autre forme, encore plus simple. Est-ce que vous mettriez un robot dans vos amis Facebook? Et je vais vous dire, moi, oui. Un robot, je mettrais dans mes amis Facebook. Mais sans robot, non. Je vous remercie pour votre attention.
Alors je suis censé aussi faire les questions, il faut tout faire aussi aujourd'hui. Donc est-ce qu'on a un micro? Un micro sale, je ne sais pas où il est là j'imagine. Ouais. Voilà. 1, 2, ah forcément ça. 1, 2, 1, 2, 1. On entend ça. Donc, voilà, c'est le moment des questions. Ah ben Ma question, c'est, comme vous avez montré qu'il y a beaucoup de technologies qui assistent à la création, et que vous avez dit tout en début de conférence que la création, elle vient de l'innovation et la création vient de la contrainte, est-ce que la technologie qui assiste à la création, elle aide à l'innovation ou au contraire, elle la dessert? Mais en fait, tout ce que j'ai montré ici, dans les choses les plus avancées que j'ai montrées, c'était chaque fois des réseaux de neurones, une forme d'intelligence artificielle la plus avancée d'aujourd'hui. Je l'ai montré pour la création, mais ces mêmes objets, ces mêmes outils sont développés pour faire plein d'autres choses en fait. Donc oui, il y a un parallèle. Quand on utilise un outil comme celui-là pour créer, forcément, on rend cet outil capable de faire d'autres choses, si c'est ça votre question. Donc, non, c'est pas ça ma question, désolé. Je me suis peut-être mal exprimé. Comment dire? Si vous voulez, Mozart, il n'avait pas d'assistance à la création, oui. Des technologies qui l'aidaient. Et est-ce que, comment dire, un musicien ou même un chercheur, enfin tout ce que vous voulez, qui s'aide de la technologie, est-ce que au final, enfin ma question c'est, est-ce qu'on peut tous devenir un Mozart, c'est ça, non? Non, justement, est-ce que, comment dire, ces béquilles, cette assistance, elle ne dessert pas l'innovation. Ah oui, c'est-à-dire oui. La création. Est-ce que ça ne contraint pas la création? C'est ça que vous voulez dire? Oui. C'est ça, ouais, ok. Ah, ça c'est une bonne question. Moi, alors faut bien vous imaginer que moi je suis pas créateur ici, je suis ingénieur, donc j'ai du mal à répondre à votre question. Alors je dois me projeter dans le corps des gens que j'ai vus et qui créaient. Souvent, je l'ai dit tout à l'heure, quand on crée une nouvelle technologie, forcément cette technologie elle impose des contraintes. C'est vrai. Mais c'est le propre de l'art de sublimer ces contraintes, de passer au-dessus. Donc, bon, nouvel appareil, nouvelle contrainte, nouvelle forme d'art, peut-être. Merci. Oui, ici. Ah, pardon. Oui, en tant que musicienne, hein, je réponds. Je me demande dans quelle mesure le fait d'avoir accès à toute cette technologie ne donne pas l'illusion qu'on est créatif, fondamentalement, par rapport à des compositeurs qui n'avaient pas ces outils à disposition et qui ont émergé grâce à leur seul talent. Je me demande s'il n'y a pas une forme qui est en train déjà d'exister de nivellement, que ce soit dans la culture comme dans bien d'autres domaines, qui font croire aux gens qu'ils ont du talent. Ah, waouh. C'est une question que vous vous posez, qu'on peut se poser effectivement, clairement. J'ai pas vraiment de réponse à ça, moi. Ouais, il n'y en a pas vraiment. Hein. Il n'y en a pas vraiment. Bon, ça dépendra de qui les utilise, peut-être aussi. Hein, vous savez, donc, en fait, on est en train de montrer qu'on est en train de se construire des espèces de prothèses de cerveau, hein, parce que c'est ça qu'on fait, quoi. Des trucs qui nous donnent des infos. Internet en soi, c'est déjà une prothèse de cerveau. Moi, pour préparer cet exposé, je suis allé plein de fois sur Internet pour chercher des images. Bon, ce n'est qu'une. On est juste à l'étape d'au-dessus ici, où l'ordinateur propose de lui-même. Donc oui, peut-être. Et c'est l'avenir qui nous le dira. Et il y aura probablement, malgré tout, j'espère, des gens qui arriveront à passer à travers ça en proposant avec ces outils-là des choses qui seront différentes et innovantes. Bonsoir. Donc je ne sais pas, bon, ici au niveau des émotions des robots musiciens, etc., est-ce qu'il n'y a pas justement dans le grand public une différence entre l'intelligence artificielle qu'on propose aujourd'hui qui est dématérialisée et le grand public qui pour lui assimile l'intelligence artificielle à un robot Ah oui. Ouais. Et donc le robot pour moi est plutôt, enfin comme vous l'aviez dit tout à l'heure, montre en fait les performances technologiques, mais donc c'est plutôt vers l'homme augmenté, c'est-à-dire les prothèses, comme vous avez dit, les prothèses du cerveau, mais là,
plutôt prothèse de bras, prothèse de voilà. Et donc, il faudrait peut-être faire une distinction. Mais c'est marrant. Dès maintenant, et pas que le grand public s'égare dans des films, je veux dire, qui étaient visionnaires il y a peut-être 10 ans, mais qui ne le sont plus maintenant, quoi. En fait, c'est vrai, vous avez raison. C'est un abus de langage que j'ai fait. C'est que j'ai utilisé le mot robot pour plein de choses. Alors que chez nous, en Europe, le mot robot est réservé à des choses qui ont pratiquement des bras, des jambes, enfin qui ont une existence physique. Et que quand ça n'a pas d'existence physique, on appelle ça un avatar. Mais dans le monde anglo-saxon et dans les papiers scientifiques qu'on lit, tout s'appelle robot en fait. Tout ça sont des. D'ailleurs, on parle de bots, chatbots, tout ça. Donc, même s'il n'y a pas d'existence physique, on appelle ça quand même un robot. Et c'est vrai que c'est parfois un peu troublant. C'était. L'avatar, c'est juste un robot qui n'est pas physique en fait. Hein. Les techniques qu'on utilise pour les robots physiques sont pratiquement les mêmes que pour les robots avatars virtuels, sauf que c'est plus compliqué pour la physique parce qu'il y a de la mécanique dedans, là c'est tout. C'est quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça, ok, ouais, c'est ça. Le robot, c'est forcément un autre, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais votre remarque va dans le sens de dédramatiser l'intelligence artificielle, en fait. Ouais. Une question que je me pose, c'est au niveau des emplois. Je vois des études où on va créer 35 millions d'emplois, d'autres études 65 millions d'emplois. Mais en fait, ça va être au service de qui? Parce que les syndicats vont-ils encore exister quand on dira qu'il faut faire 20 heures par semaine? Parce que les robots vont le faire à notre place. Et donc, toute la peur qu'il peut y avoir derrière le fait que la réduction du temps de travail sera presque obligatoire, et on n'en est pas là pour le moment. Et donc, ça, c'est une question que je me pose parce que je me dis... Une des nombreuses. Ouais. La voiture autonome, par exemple, moi je suis pour, oui, d'accord, c'est une voiture électrique autonome, mais en même temps... il faut savoir que dans les usines, pour le moment, on n'en est pas encore là. On est encore au diesel. Donc là, il y a 4000 pièces. Dans une voiture électrique, il n'y en a que 300-400. Donc ça va poser des problèmes au niveau de l'emploi et de la création. Je suis pour. J'ai fait d'ailleurs une maîtrise en innovation, moi. Donc je me pose quand même ce problème. Est-ce que vous voulez poser par rapport au fait que... Vous sortez un peu du sujet de la conférence d'aujourd'hui. Vous êtes sur la robotique et l'intelligence artificielle. La création et l'innovation, c'est dans ce sens-là aussi. Ça peut être utile. Je vais répondre très rapidement parce qu'il y aura d'autres questions, j'espère, sur vraiment le sujet de la conférence. Toutes les technologies ont leur côté positif et négatif. Ça dépend de ce qu'on en fait. Les technologies ne sont pas ni bonnes ni mauvaises a priori. Ça dépend de ce qu'on en fait, de ce qu'on parvient à en faire. Et ça, ce que vous signalez, donc le chômage, etc., ça n'est qu'une des nombreuses catastrophes qui risquent de nous tomber dessus avec le transhumanisme, les réchauffements climatiques, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont préoccupantes aujourd'hui, et c'est bien pour ça qu'on organise ce genre de séminaire, c'est pour que les gens s'en rendent compte au moins. Alors aujourd'hui, peut-être pas, j'espère. Aujourd'hui, on parle de créativité, c'est moins paniquant, j'espère un peu. Alors, bon. En t'écoutant, j'ai pensé à une chose qui me suggère l'idée que peut-être la coupure entre ce qui est intelligence artificielle et ce qui précède n'est pas si évidente et si nette que ça. J'ai en tête, par exemple, plusieurs interviews de Lou de Preek qui expliquaient comment ils ont fait ça plane pour moi. Oui. Et qui est vraiment une construction, je veux dire, très réfléchie, et dans le même genre d'idée. Pas seulement ça plane pour moi, mais on sait bien que les compagnies de disques ont chaque année planifié, et presque avant même qu'on fasse de l'intelligence artificielle, le tube de l'été ou des choses de ce genre-là. Donc c'était tout à fait analysable et tout à fait réalisable. Est-ce que une partie des technologies ou des techniques dont tu nous parles, c'est pas simplement ce genre de démarche, mais à la puissance 10? Encore une fois, ça dépend comment on l'utilise. Hein, mais on dit, alors moi j'ai pas vérifié, mais on dit que sur Spotify, dans les listes de lecture, il y a des chansons qui sont créées par Spotify, proposées par Spotify, et donc pour lesquelles Spotify touche la publicité et les droits.
Donc là, on est trompé. On pense écouter un nouvel artiste, parce que Spotify propose des artistes qu'on ne connaît pas encore. Et on dit, alors moi, encore une fois, je n'ai pas vérifié, qu'effectivement, des algorithmes se mettent à proposer des chansons sans le dire. Ça, c'est dramatique, effectivement, quand ce genre de choses se passe. Maintenant, bon, comme j'ai dit, ces technologies-là peuvent être utilisées de toutes sortes de façons. Je pense que... Alors, quand on voit effectivement que Sony s'intéresse à ça, c'est peut-être ça qui t'a fait penser à ça. Donc, Sony Computer Science Lab à Paris, qui sort Flow Machines, qui recrée une nouvelle chanson des Beatles, on peut se poser la question, effectivement. Quel est le sens de ça? Quel est le sens autre que financier? Bon. Bonne question. Vous voyez que finalement, il y a beaucoup de questions et moi, j'ai pas beaucoup de réponses. Mais je trouve que dans tous les exemples que vous montrez, vous faites allusion à une culture terriblement matérialiste et de consommation pure et dure. Moi, j'ose simplement espérer qu'il y aura l'émergence d'une culture alternative et que ce mouvement-là, qui est quand même, je trouve, quelque chose qui devient extrêmement semblable, forcément, puisque la machine analyse des millions de possibilités et recrée. Voilà. Donc, j'espère véritablement qu'il y aura une émergence autre, une espèce de anti-mondialisation, si je puis dire, mais adaptée à la culture, qui aura encore une place dans l'avenir, parce que ce que vous décrivez, je trouve que c'est assez... ça fait peur. Matérialiste. Et je me demande aussi dans quelle mesure les sociétés qui sont les plus en avance au niveau de la robotique, je pense au Japon, où maintenant dans certaines banques, il y a une dame tout à fait humanoïde qui remplace une employée, n'est pas un signal d'alarme terrible d'une déshumanisation complète de la société. Voilà. Je vais vous dire, moi, quand je vais faire mes courses, je passe pas par les machines qui scannent automatiquement, je passe par les caissières. C'est la même idée. Est-ce qu'on doit accepter, jusqu'où est-ce qu'on va accepter que les machines nous remplacent? C'est une vraie question. C'est votre question de tout à l'heure. C'est vrai. C'est vrai. Dans vos limitations sur ce que fait maintenant l'intelligence artificielle, il y avait la perfection, que l'humain était imparfait et que ça nous différenciait vraiment de ces machines. Mais maintenant, avec des exemples comme, je crois, WaveNet de Google et Google Duplex, où on entend les claquements de langue, les hésitations. On imite l'imperfection. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives dans cette direction en ce moment d'intelligence artificielle qui reproduit nos imperfections? Alors là, je ne suis pas assez informé pour vous répondre, en fait. Mais ce ne sont que des imitations. Oui, bon. Encore une fois, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de tromper les gens. Ah, bon. Moi, comprenez-moi bien, j'ai aucun problème à me retrouver face à une intelligence artificielle ou un robot ou un avatar, quand je sais que c'est un avatar ou un robot. Et que je sais à quoi il sert et pourquoi il est là. Ce qui m'embête, c'est quand on ne me le dit pas. Alors ça vraiment, je trouve ça innommable. Ça ne passera pas. Je n'imagine pas qu'on puisse proposer des services robotisés à des gens sans leur dire que ce sont des robots, en leur faisant croire qu'ils ont affaire à des êtres humains. C'est honteux de faire ce genre de choses-là. J'espère que ça n'arrivera pas. Et je ne veux pas, j'espère ne pas contribuer à ça. Moi, je me pose une question. Ici. Ah oui. Je me pose une question que je pense que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. C'est que je voulais savoir si c'était possible que une intelligence artificielle ou plus en général les nouvelles technologies soient reliées au corps humain, au cerveau humain pour qu'on soit plus intelligent, plus... Bah ça, oui. Là, on est en train de sortir des thématiques générales de ces conférences. C'est-à-dire que ces conférences en intelligence artificielle, on les a placées sous le signe de qu'est-ce qui se passe maintenant. Voilà. On explique ce qui se passe maintenant. Vous savez, quand on lit des bouquins d'intelligence artificielle, il y a deux types de bouquins. Il y a les bouquins réalistes, ceux qui expliquent la situation actuelle, et il y en a qui sont fort intéressants. Et j'espère avoir fait ça aujourd'hui. Et puis il y a les bouquins qui sont plus futuristes, où on essaye d'imaginer le monde soi-disant dans 30 ans ou 40 ans où les robots ont pris le pouvoir, etc. Et parmi ces bouquins-là, il y a les gens qui pensent déjà maintenant au transhumanisme. Ça s'appelle le transhumanisme, en fait, l'idée que progressivement on va modifier le génome humain pour rendre les gens plus résistants, leur permettre de vivre plus longtemps, etc. Et ça viendra. Moi, je suis convaincu que ça viendra.
on ne pourra pas éviter ça parce qu'on aura envie de guérir des maladies. Donc on va changer le génome humain à un moment donné. Ce qui est terrible, parce que ça veut dire que quand on l'aura changé, les gens qui vont se reproduire vont transmettre ce génome modifié. Donc ça veut dire qu'on est parti pour avoir une variété d'hommes qui sont tous différents. Mais ça, c'est le futur, et on n'a pas voulu parler de ça ici. Donc je ne suis pas habilité à parler de ça ici, je pense. Donc, je veux même pas répondre à cette question. Voilà. Sinon, il y a un verre qui nous attend par là, on peut discuter entre humains, on peut transmettre nos émotions, voilà. Merci.